Ben là. Eh bien, s'il y a un épisode que je voulais faire, eh bien, c'est celui-ci. Ben là. Pourquoi? Ben, parce que depuis le début du projet de Ben Lala en France, on parle de BD. Ben là. Ben là. Effectivement, on parle de bande dessinée. J'ai deux invités avec moi avec qui on va prendre le temps d'en parler. Madame Marina Sicanto, est-ce que je l'ai dit comme il faut? Sichanto, parfait. Et en fait, qui est directrice adjointe, directrice générale adjointe, et M. Jean-Philippe Martin, conseiller scientifique à la recherche, et ici pour la Cité de la BD. Donc, on va parler un peu plus de contenu avec vous dans quelques instants. Et je vais bien sûr débuter avec Mme Marina dans quelques instants. Ben Lala est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Lala est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons, Lala ». Pourquoi, Lala? Alors, quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Bien voyons ». Bref, le nom du podcast est Ben Lala afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive Lala de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au Cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de 3e cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast! Attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, je vais tout de suite débuter avec Mme Marina. Alors, merci d'avoir accepté que je puisse venir ici enregistrer cet épisode parce que la BD fait partie, je dirais, intégrante de quasiment chacune de mes entrevues que j'ai réalisées dans le cadre de ce projet. Et c'était comme un incontournable. Il fallait qu'on puisse se rencontrer. J'aimerais que vous puissiez me dire, parce que comme on est un petit peu serré dans le temps, c'est quoi la Cité de la BD? Comment c'est organisé? À quoi ça sert? Alors, la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, dans cette ville d'Angoulême, capitale européenne du 9e art, est un établissement qui célèbre la bande dessinée toute l'année. Vous avez le Festival international de la bande dessinée qui a lieu en janvier, pendant 4 jours. Et de janvier jusqu'à décembre, vous avez un établissement public culturel qui est donc la Cité et qui est assez unique en son genre parce qu'il regroupe plusieurs entités. Il va travailler d'abord sur la valorisation du patrimoine de la bande dessinée avec un musée, le musée de la bande dessinée, qui aujourd'hui s'étale sur plus de 1700 mètres carrés avec une collection permanente et 3 à 4 expositions temporaires par an. Le musée de la BD, c'est un fonds de 18 000 planches originales et par ailleurs aussi, dans son fonds patrimonial, 250 000 imprimés. Donc c'est un vrai trésor. Et à côté de ce musée, vous avez une résidence d'auteurs, d'artistes, un peu comme la Villa Médicis, mais version BD, avec 50 auteurs internationaux et locaux aussi, qu'on accueille tous les ans. Donc ça, c'est la maison des auteurs. Vous avez une bibliothèque spécialisée, celle de lecture publique, une bibliothèque patrimoniale dont je parlais tout à l'heure, un centre de documentation et de recherche, où nous accueillons des centaines de chercheurs chaque année, une librairie spécialisée avec plus de 20 000, 30 000 références et un cinéma d'art et d'essai, donc le cinéma de la Cité. Et en plus de ça, on a toute une programmation culturelle, des rencontres avec des auteurs, des événements. Par exemple, dans 2 semaines, pour la Nuit des musées, nous allons accueillir Jean-Pierre Dionnet, qui a créé Métal Hurlant. Et nous allons aussi accueillir Troy von Balthazar, un chanteur, qui sera accompagné de dessinateurs du collectif Le Gratin. Enfin voilà, toute une programmation pluridisciplinaire qu'on adosse à cet établissement. Et aussi une politique assez active vis-à-vis des publics, parce qu'on mène aussi beaucoup de choses à destination des scolaires.
ce qu'on appelle les centres sociaux et culturels aussi, et le public qui peut être sous main de justice, donc avec le ministère de la Justice ou en milieu hospitalier. J'ai remarqué notamment parce que j'ai marché tout près toute la semaine pour des entrevues dans le secteur et j'avais constaté effectivement un nombre d'étudiants, d'élèves en quantité et j'ai même assisté à de l'animation avec un animateur extérieur. C'était vraiment fantastique comme moment. Donc, j'ai même vu des gens qui étaient en fait costumés pour venir dans le secteur. Je trouvais ça quand même intéressant, tu sais, je trouvais ça intense. Alors, je me dis, est-ce que, en fait, le musée et tout ce qui se passe alentour de la BD était vraiment un facteur attractif pour les touristes? Alors, pour les touristes, oui. En échangeant avec l'Office de tourisme, on comprend que quand les touristes viennent, quand ils entendent Angoulême, ils entendent bande dessinée. Donc ça, c'est sûr. Et vous avez le pôle image de Magélis, qui est un pôle économique et de créativité aussi autour de la culture et autour de l'image. Et aujourd'hui, vous avez quand même 14 écoles. Donc évidemment, des étudiants qui travaillent autour de l'image partout à Angoulême. 14 écoles de l'image. 14 écoles de l'image. C'est ça. C'est énorme. Oui. Et donc, cette attractivité, en effet, attire des touristes, mais aussi des étudiants. Donc, vous avez quand même un vivier. Et on parlait tout à l'heure de la Maison des auteurs. Cette Maison des auteurs, qui existe depuis 30 ans, a fait venir aujourd'hui toute une communauté d'auteurs qui étaient en résidence il y a 10 ans et puis qui sont restés et qui se sont installés à Angoulême. Donc, aujourd'hui, c'est environ 200 auteurs qui sont dans cette capitale du 9e art. Si on s'intéresse à la BD, est-ce qu'on est mieux de rester à Saguenay ou de déménager à Angoulême? Ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut changer de cadre, peut-être qu'on peut venir à Angoulême. Et c'est vrai qu'à Angoulême, c'est drôle parce que le 9e art va irriguer un peu toutes les structures de la ville. Par exemple, je pense au café et au bar. Vous avez le bar des auteurs, et puis bar d'autres auteurs, et puis des expos aussi dans les bars. Vous arrivez à la gare SNCF d'Angoulême, vous avez des énormes statues de personnages de bande dessinée. Donc, la signalétique des rues aussi. Oui, des les bulles, rues. des phylactères pour indiquer les noms des rues. Oui, puis sur les murs, les murs peints, j'ai pris quelques photos. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on baigne dans un univers de bande dessinée. Et c'est vrai que quand on est passionné, vivre dans ce cadre-là doit être assez merveilleux. Non, j'avoue que ça doit être intéressant. En tout cas, du moins, moi, je suis ici depuis 2 semaines à peu près. Et je trouve que c'est dynamique, ça bouge et qu'on ressent la BD peu importe où c'est qu'on se situe, on a toujours un clin d'œil et honnêtement, on ressent cet effort-là qui est mis autant par le pôle Magélis qu'ici même. Et chacun a un lien, je dirais, de près ou de loin à ce fil conducteur-là qui est la bande dessinée. Tout à fait. Donc, félicitations. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous parler. Je sais que vous devez vous rendre à une réunion. Alors, merci, Mme Marina, de nous en avoir parlé. Maintenant, je vais parler avec M. Jean-Philippe Martin. Alors, on poursuit avec M. Martin. Est-ce que je peux vous appeler Jean-Philippe? On a à peu près la même âge. Donc, qu'est-ce que ça fait un conseiller scientifique à la recherche ici dans la Cité de la BD? Alors, je suis conseiller scientifique à la recherche, donc je suis avant tout conseiller scientifique. C'est-à-dire que mon rôle ici, il est assez large au fond. On peut dire que je suis un spécialiste de la bande dessinée. C'est pas une vantardise de ma part, c'est une réalité. J'ai une assez bonne connaissance de l'histoire de la bande dessinée occidentale. Ça fait des années que je pratique, que ce soit dans le domaine de la recherche, de l'enseignement, que j'ai pu participer par exemple à des fanzines, à des revues, etc. Donc, je peux donc considérer que j'ai une connaissance du domaine qui me permet aujourd'hui, dans cet établissement, d'intervenir sur un certain nombre d'activités et de sujets. Donc le spectre est assez large, encore une fois, puisque je peux être aussi bien, ce qui est le cas actuellement, par exemple, commissaire d'une exposition, j'en ai fait plusieurs, sur un sujet ou un autre, que responsable ou en charge, enfin je fais ça en même temps, c'est pas l'un après l'autre, mais c'est la plupart du temps en même temps, que responsable ou en charge des politiques de certaines politiques de transmission. Madame Marina, tout à l'heure, parlait des liens qu'on peut avoir avec l'éducation nationale, mais notre spectre est encore un peu plus large, puisqu'on a même des manifestations, des activités que l'on organise avec
aujourd'hui en France qui s'appelle la protection judiciaire de la jeunesse, donc qui dépend du ministère de la Justice. Et vous avez devant vous d'ailleurs le référent national auprès du ministère de la Justice pour la bande dessinée. Donc là, vous allez m'expliquer. Là. Ouais. Un référent national au ministère de la Justice, de la BD, là, c'est quoi ça en français? Alors en français, donc... En français du Québec, là, bien sûr. Alors, je vais essayer de trouver mes mots. Donc, il se trouve que depuis, disons, une vingtaine d'années, le ministère de la Justice, et notamment un de ses départements, un département important, qui est donc le département de la protection judiciaire de la jeunesse, donc c'est celui qui règle la question des enfants sous main de justice, donc des jeunes qui soit ont des difficultés, donc des mineurs qui ont des difficultés avec la justice, qui sont en indélicatesse, pour dire simplement les choses, avec la justice, ou qui évoluent dans des environnements qui peuvent être très compliqués pour eux et dont on les retire. Et donc ces jeunes se retrouvent dans des centres, certains peuvent être en prison, dans ce qu'on appelle les quartiers mineurs. Et donc depuis maintenant, je le disais, une petite vingtaine d'années, le ministère de la Justice a mis en place pour ces jeunes des manifestations, des organisations culturelles dont l'objectif est de permettre à ces jeunes de faire le lien avec la culture, de renouer pour certains avec des activités sociales même, de nouer ou de s'adonner à la pratique de la lecture. Il faut savoir que beaucoup ont de grosses difficultés globalement avec l'enseignement, avec la lecture en particulier. La culture, malheureusement, ne fait pas partie de leur horizon pour la plupart d'entre eux. Donc, ces manifestations, certaines portent sur la photographie, d'autres sur le cinéma. Il se trouve qu'il y a eu une initiative, il y a donc une vingtaine d'années, d'un encadrant du ministère de la Justice, de dire moi je pense que ce serait intéressant, les jeunes lisent de la bande dessinée, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose avec la bande dessinée pour viser ces objectifs à travers une action qu'on pourrait mettre en place. Et donc, cette action s'appelle aujourd'hui Bulles en Fureur. Donc, ça a pris la forme d'une manifestation qui est aujourd'hui une manifestation nationale qui concerne à peu près 200 établissements en France, donc qui sont les établissements, comme je le disais tout à l'heure, qui vont du quartier mineur jusqu'au centre éducatif fermé ou ouvert d'ailleurs. Et l'objectif de la forme que prend cette manifestation, c'est un concours. On invite en fait, donc les jeunes sont partie prenante d'une sélection de bandes dessinées, donc parmi les publications de l'année, ce sont aussi des jeunes qui vont voter, lire, parce que l'objectif c'est qu'ils les lisent, et puis élire la meilleure bande dessinée ou les meilleures bandes dessinées qu'ils auront lues, et puis surtout, puisqu'on souhaitait que ce soit un projet au fil de l'eau toute l'année, que ça puisse déboucher sur des créations, qu'à partir d'une bande dessinée, ils puissent imaginer autre chose. Donc ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être une autre bande dessinée, un reportage photo, peu importe. Et que cette création, ils puissent ensuite la communiquer, la montrer à leurs pairs, à d'autres jeunes dans la même situation. Et donc ce projet qui donc se conduit tout au long de l'année trouve son aboutissement chaque année dans une manifestation, une journée qui se tient chez nous à Angoulême, qui est donc la remise des prix Bulles en Fureur, et au cours de laquelle donc des jeunes venant de toute la France viennent regarder les travaux des autres jeunes, viennent choisir d'autres bandes dessinées pour la sélection suivante, sont invités à participer à des ateliers de création, à rencontrer des artistes, etc. Et à qui on va remettre ensuite des bandes dessinées, etc. Donc le cycle en fait, de lecture est maintenu et poursuivi pendant toute la durée de la manifestation. Le lien social aussi, le travail en équipe, puisque la plupart du temps, on leur propose de constituer des groupes pour que toute l'année, ils soient dans des situations de création. Et puis la socialisation, tous ces objectifs visés, on essaie de les réunir dans la manifestation. Et donc, il se trouve que c'est moi qui suis en charge de cette manifestation et donc le ministère de la Justice a un interlocuteur en France dès lors qu'il est question de bande dessinée dans ses activités. Et c'est la Cité et moi, c'est moi, et à travers donc, moi la Cité. Si je résume,
votre point de départ, c'est la lecture de BD et par la suite, c'est la création-conception. Ouais. Et finalement, c'est la diffusion de par des événements dans lesquels les gens peuvent communiquer. En fait, les jeunes peuvent communiquer qu'est-ce qu'ils ont réalisé. C'est ça. Donc, c'est quand même une activité créative intéressante. C'était l'objectif. En fait, l'idée, c'était de... Et ce qu'on souhaite d'ailleurs, enfin là, ce que je cite en exemple avec cette manifestation, au fond, c'est valable pour beaucoup d'activités qu'on conduit ici, donc qui ne sont pas destinées au même public, mais les objectifs sont souvent les mêmes, à savoir de ne pas être de découvrir un pan de la culture, de découvrir un domaine d'activité qu'on croit la plupart du temps connaître, et puis qu'en réalité, quand on creuse un peu, ça s'avère beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche qu'on ne le pensait. Mais de ne pas rester passif non plus. C'est-à-dire qu'on assortit toujours, on a beaucoup de liens avec le monde scolaire par exemple, et on accueille, vous l'avez signalé tout à l'heure, vous avez vu des jeunes qui ont défilé toute la semaine, c'est une partie de l'activité où on reçoit, on accueille des groupes scolaires, des jeunes de centres de loisirs, etc. Et on leur propose à la fois, enfin pas à la fois, mais dans le temps de leur présence ici, de découvrir la bande dessinée dans ce qu'elle est, dans ses complexités, et de faire. C'est-à-dire qu'il y a quasiment tout le temps une activité de création, de créativité qui est proposée pour que ce qu'on a appris, en fait, on le mette en pratique. Et qu'on ne soit pas, encore une fois, qu'on comprenne mieux aussi la complexité de réaliser, enfin la complexité ou le plaisir qu'on peut avoir à produire, à réaliser. Et il n'y a rien de tel en fait que l'apprentissage ludique pour bien intégrer les choses, et donc je suis d'accord. On les fait pratiquer. Donc, d'ailleurs, ça me donne des idées au retour au Québec, là, peut-être essayer quelques petites activités créatives alentour de la BD. Au moins, si on peut vous accompagner. Ben oui. Et notre rencontre n'est pas là pour rien. J'aimerais qu'on parle maintenant parce qu'on parle beaucoup de bande dessinée. Et je considère avoir une Bible vivante sur la. Je ne veux pas vous mettre de la pression, mais une Bible vivante sur le sujet. D'où c'est que ça vient, la BD? Alors, tout dépend. Alors, la bande dessinée, c'est un art qu'on estime quand même relativement jeune, puisque pour la plupart de ceux qui s'intéressent au sujet, on va rarement au-delà du 19e siècle pour situer l'origine de la bande dessinée. Alors, quand on est dans le champ occidental, européen, on va considérer en fait que le précurseur ou l'inventeur de la bande dessinée dans la tradition occidentale, c'est dans la tradition européenne, c'est Rudolf Topfer. Aux États-Unis, il y a une version un peu différente, au Japon aussi, mais grosso modo, en fait, le phénomène s'est cristallisé entre le premier tiers du 19e et la fin du 19e siècle, encore une fois, en fonction des lieux sur lesquels on se penche. Il se trouve en fait qu'il y a aussi des traditions ou des origines qui sont beaucoup plus anciennes. Si on se concentre uniquement sur ce qu'est la bande dessinée dans sa définition la plus sommaire, à savoir donc un récit constitué d'images en séquence. Donc le fait d'associer deux images, alors on précisera dans la majeure partie des cas dessinées, donc dessinées de la main de celui qui raconte. Donc l'association de ces deux images fait sens et raconte quelque chose. Alors une histoire, une sensation, enfin bon. Ça c'est la définition, je dirais, liminaire, sans affaîtrie de la bande dessinée. Et donc quand on regarde cette définition et qu'on se penche sur la tradition des images narratives qui est très ancienne, on peut retrouver des origines, ou en tout cas des sources d'inspiration au fond. Puisque c'est comme tout, l'art, rien ne naît de rien. Et donc, tout a une origine quelque part. Il y a un moment où quelque chose a commencé, mais quand même cette chose commence, c'est qu'elle trouve son origine dans une autre. Et donc, on fait remonter dans certaines histoires de la bande dessinée. On peut faire gentiment remonter la bande dessinée aux peintures rupestres, par exemple, dans les grottes. Effectivement. On évoque aussi souvent le projet qui était celui des bâtisseurs de cathédrales et les façades occidentales des cathédrales qui racontent, alors souvent, parfois, les chemins de croix. Donc, le chemin de croix, par exemple, le chemin de croix du Christ, on a pu y voir une bande dessinée, les 12 stations du Christ, en fait, c'est ces moments, des pauses qui sont, au fond, comme les vignettes d'une bande dessinée, où il se passe des choses, c'est les moments clés d'une histoire, les 12 stations. Bon.
Bref, on a ou alors dans des traditions, des traditions locales. Je pense par exemple en Asie, par exemple, il y a énormément de production de ce qu'on a appelé les rouleaux, qui sont des rouleaux peints, des objets qui donc, ont vraiment la forme d'un rouleau, qui sont des formes en fait de bande dessinée, puisque sur ces rouleaux on a dessiné des histoires. Alors souvent c'est des histoires un peu édifiantes, ou c'est des récits de guerre, etc. Des récits de chevalerie. Bon. Et à mesure qu'on déroule le rouleau, eh bien on découvre une histoire. Et on la découvre dans la continuité de celle-ci et dans la continuité du rouleau. Et donc ça, c'est une tradition qu'on observe, qui existe au Japon, qui existe en Chine. J'ai fait il y a quelques années une exposition sur la bande dessinée africaine, et à ma grande surprise, parce que j'avais pas anticipé, eh bien on a trouvé des rouleaux qui dataient du Xe siècle, qui avaient la même fonction, c'est-à-dire raconter avec des dessins une histoire que on n'aurait pas compris. En plus, on a affaire à des traditions où la langue écrite, dans la plupart des cas, n'était pas maîtrisée par tout le monde. En revanche, la compréhension de l'histoire pouvait se faire grâce à l'image, puisque on a tous la capacité, j'en suis persuadé, je l'affirme même, pour peu qu'on ait la vision, hein, mais on a la capacité en fait de comprendre un dessin, une image. On la comprend pas toujours bien, mais en tout cas, on la voit. On peut trouver un sens, on lui donner une interprétation. Donc, ça explique aussi, je pense, cette capacité, le fait que le discours visuel, par l'image, que les images, tout simplement, même, aient beaucoup servi, notamment de la propagande, hein, puisque il n'était pas, encore une fois, nécessaire de comprendre les mots écrits. Si on pouvait, mais par contre, comme on comprenait les images, on peut très bien se servir des images, et parfois d'images très impactantes. Et l'Église, notamment, ou les religions, en ont pas mal utilisé. Donc, les portails de cathédrales, notamment, sont des discours, constituent des discours, des informations avec des images qui ne sont pas dessinées, qui sont sculptées, mais peu importe. Dans certains cas, elles peuvent être dessinées, d'ailleurs, peintes. Et on peut considérer, en tirant un petit peu, que ce sont là encore des formes primitives de bande dessinée. Dans les 50 dernières années, je pense que dans l'ère moderne, on a vécu une mutation, une évolution rapide, notamment rattachée à la technologie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'avenir de la BD face à cette technologie-là? De quelle façon cette forme d'art peut s'adapter au contexte actuel? Alors effectivement, la forme qu'on peut dire traditionnelle de la bande dessinée s'est enrichie. Je préfère plutôt voir les choses comme ça. C'est enrichi ces dernières années, ces 20, 25, peut-être même 30 dernières années, de manière un peu balbutiante, il y a 30 ans, de formes qui empruntent des voies nouvelles, autrement dit, qui ne sont plus limitées, ou réservées au papier, au support papier, mais qu'on va découvrir sur le numérique notamment, le CD-ROM, et puis aujourd'hui Internet et les réseaux sociaux, à favoriser l'émergence de formes qui renouvellent l'approche de la bande dessinée. Donc ça a été, d'ailleurs, c'est des travaux qui sont relativement anciens. Il y a un chercheur qui s'appelle, un auteur, qui est aussi chercheur, qui s'appelle Scott McCloud, qui est un auteur américain, qui est un auteur qui a travaillé pour Marvel, DC, qui était plus ou moins connu pour cette collaboration avec ces grands éditeurs de bande dessinée, a par ailleurs développé toute une théorie sur l'apport de la bande dessinée numérique du numérique dans le champ de la bande dessinée. Et donc à imaginer, dès cette époque-là, donc je parle des années 80, début des années 90, à imaginer des formes que pourrait prendre la bande dessinée, ou comment celle-ci pourrait se redéployer à partir de ces nouveaux outils. Et donc il a imaginé il a fait des propositions qui sont des propositions qui tiennent compte en fait des habitudes du lecteur sur un écran à l'époque, qui on peut varier aujourd'hui. Il avait très bien observé la manière dont on lit un écran, le fait de scroller, de faire défiler les images, alors que ce soit en vertical ou en horizontal, et donc de faire en sorte que les images de statique deviennent mobiles.
l'intégration évidemment d'autres technologies, d'autres sources, comme l'animation, la photographie, le son, etc., pouvaient se combiner avec la création et donner lieu à quelque chose qui a encore à voir avec la bande dessinée, puisque dans la plupart des cas, il y a une dimension dessinée, dans la plupart des cas, il y a cette notion de bande et de défilement du récit. On n'est pas trop éloigné du cinéma d'animation sans être dans le cinéma d'animation. Il y a une dimension souvent d'interaction avec la lecture, c'est-à-dire qu'on a, dans certaines bandes dessinées numériques par exemple, on peut élargir le cadre, élargir la case pour voir un détail. Il y a des bandes dessinées où par exemple on peut modifier l'ordre d'apparition des cases. Ce qui donc engendre en fait un récit totalement différent. Donc ça, c'est une interaction que, évidemment, la lecture sur un livre ne permet pas. On est dans un continuum quand on lit une bande dessinée dans un livre. Sur papier, on est dans un continuum dont on n'échappe pas, auquel on n'échappe pas. C'est-à-dire que il est défini, il est comme ça, il est déterminé été absolument. On a la possibilité de revenir en arrière si on le souhaite, de sauter 2 pages si on veut aller voir un peu plus loin ce qui se passe ou d'aller tout de suite à la conclusion. Mais on ne va pas modifier fondamentalement le sens de l'histoire et se donner des possibles narratifs en modifiant l'organisation, etc. Donc Scott McCloud avait déterminé qu'il était possible de le faire et aujourd'hui les formes que l'on observe, ce sont celles-ci. Donc ces bandes dessinées qui hybrident en fait plusieurs sources pour donner un produit, un objet que parfois on peine en fait à définir et on n'est parfois pas très loin, par exemple du jeu vidéo dans la dimension d'interaction. Mais ce ne sont pas les formes qui s'imposent. En fait, depuis une vingtaine d'années, on cherche un petit peu le modèle dominant, enfin la forme qui, à l'image de la bande dessinée, qui s'est établie dans le temps, dans différentes formes, dans différentes pratiques. Donc ça a été la série, par exemple, pour la bande dessinée papier. Ça a été d'abord des histoires courtes, la plupart du temps. Ensuite, s'est mis en place la série, sur le modèle d'ailleurs du feuilleton, sous l'influence du feuilleton radio notamment, d'avoir des histoires qui se répètent, avec des personnages récurrents, etc. Et puis, plus récemment, donc, il y a eu l'émergence, l'avènement de la bande dessinée pour adultes, qui a aussi permis de développer des nouvelles formes de bande dessinée. Je pense notamment à ce qu'on appelle aujourd'hui le roman graphique, donc des histoires qui peuvent se dérouler, se dévider sur des centaines de pages qui sont sorties du format convenu ou traditionnel de l'album sériel ou de l'histoire sérielle. Et puis aujourd'hui, il y a cette nouvelle forme, ou ces nouvelles formes qui émergent qui viennent du numérique et d'Internet. Et depuis une vingtaine d'années, on essaye de trouver, de chercher, quelle peut être la forme dont on se dit c'est celle qui incarne le plus l'apport, qui emblématise le plus l'apport du numérique. Et donc, là, il y a plusieurs modèles qui ont été mis en avant. Donc, le modèle très transmédia, ce qu'on appelle 360, où on dévie de l'histoire sur le numérique, mais aussi en dessin animé, en jeu vidéo, etc. Et en réalité, il y a un modèle qui s'impose. Enfin, il y a eu plusieurs formats, etc. Enfin bref, je vous épargne tout ça. Et il y a un modèle qui s'est imposé et qu'on n'avait pas vu venir, en fait, et qui s'est imposé gentiment avec les années, et qui est ce qu'on appelle le webtoon. Le webtoon. Le webtoon. Et donc le webtoon, en fait, son origine, c'est la Corée. La Corée du Sud, qui a une tradition de bande dessinée qui est très ancienne. Il y a un centre de la bande dessinée en Corée du Sud, à Bucheon, qui est une ville juste à côté de Séoul, une ville assez importante, accolée à Séoul, et qui a l'équivalent de la cité de la bande dessinée, où se trouve l'équivalent de la cité de la bande dessinée, donc le Komakon, dans lequel on peut retrouver l'histoire de la bande dessinée coréenne, et on réalise que celle-ci remonte au début du siècle, voire un peu avant. Donc il y a vraiment des parallèles assez intéressants qu'on peut établir entre notre culture BD et puis celle des Coréens. Et puis il y a un moment en fait où la Corée, qui est un tout petit pays, la Corée du Sud j'entends, avec un marché intérieur pour la bande dessinée qui est très petit aussi, qui est proportionnel au pays, au nombre d'habitants,
Et donc, il y a un moment donné, en fait, où les éditeurs se sont trouvés confrontés à une problématique, les éditeurs, les auteurs, qui était la saturation du marché intérieur, du marché local. Et dans un premier temps, ils se sont dit, il faut qu'on trouve des débouchés à l'extérieur. Donc, ils ont regardé, évidemment, vers l'Asie, les voisins, le Japon, la Chine, etc. Et puis, ensuite, on regardait du côté de l'Occident. Du côté de l'Asie, en fait, le marché était très saturé ou fermé. Selon qu'on regarde la Chine ou le Japon, donc le Japon, c'est un marché qui est saturé par le manga. Donc une production qui en plus est une production qui s'est internationalisée, qui aujourd'hui est connue dans le monde entier, et qui laisse très peu de place. En fait, les Japonais en fait laissent très peu de place pour d'autres productions, que ce soit des productions asiatiques et encore plus pour des productions occidentales. Donc le marché est très fermé. Du côté de la Chine, il y a une fermeture et puis des relations entre les deux pays qui est pas très évidente et donc qui font que il n'y avait pas réellement de débouchés possibles. Donc l'idée, c'était d'aller voir ce qui se passait du côté de l'Occident. Et donc les Coréens ont essayé de faire comme ce qu'avaient fait les Japonais, c'est-à-dire donc une dizaine d'années auparavant. Les Japonais, de manière un peu intuitive, ont commencé à diffuser de la bande dessinée en Occident. Ça a fonctionné. Alors, il faut dire que, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais l'histoire avait un peu préparé le terrain avec les dessins animés, etc. Ce qui n'est pas le cas avec les Coréens. Mais donc, ils ont essayé d'investir les points importants du marché européen et notamment d'avoir de la présence, par exemple, à Angoulême, le grand festival de la bande dessinée, avec l'objectif d'acculturer les lecteurs de bande dessinée à la production coréenne. Ça a eu un succès très, très relatif, très mitigé, etc. Et en parallèle, parce que le marché intérieur était saturé, parce que les éditeurs n'arrivaient plus à publier des livres, ils ne voulaient plus publier des livres qu'ils n'arrivaient plus à vendre, parce que les auteurs avaient du mal à trouver un éditeur pour les raisons que je viens d'indiquer, a commencé à se développer pour des stratégies de contournement ou même pour que les autres, la stratégie de certains auteurs, c'était de se faire repérer par les éditeurs et d'arriver pratiquement avec un lectorat garanti, assuré. Et donc, ils se sont mis en fait à diffuser leurs travaux sur Internet. Donc, sur des sites, sur des blogs. Pour enlever les barrières, on s'est dit, on met ça gratuit. Gratuitement, absolument. Okay. L'idée, c'était une sorte de vitrine pour dire, voilà mon travail, voilà ce que je fais. Ça a suscité de l'intérêt de la part de lecteurs, et un intérêt qui a grandi avec le temps. Certains auteurs se sont vus suivis par des dizaines, des centaines, que dis-je, des milliers de lecteurs en Corée, et puis même au-delà. Et cette publication, en fait, a commencé à se formaliser. C'est-à-dire que le mode de lecture, qui au départ en fait était vraiment destiné, on envisageait la bande dessinée qu'on publiait sur les écrans comme une forme intermédiaire avant la forme ultime ou la forme définitive, qui était la forme de publication en livre, en papier. Et puis, devant le succès, devant aussi face à la demande des lecteurs qui voulaient les suites des histoires plus rapidement, etc., les auteurs ont commencé un peu à simplifier et puis se sont adaptés aux modalités de lecture sur écran. Et notamment, ont adopté ce dispositif, ce modèle de lecture qui est de pratique, cette pratique de lecture qui est le fait de scroller, donc de faire défiler les images. Et c'est comme ça, en fait, que ce qu'on appelle aujourd'hui le webtoon est né, c'est-à-dire que les bandes dessinées ont pris cette caractéristique, cette forme, qui consiste en fait à être lues, à dévider l'histoire, case par case, la plupart du temps, en les lisant de haut en bas. À ce moment-là, le modèle d'affaires pour être capable de rentabiliser ça, est-ce que les auteurs font juste une partie de leur œuvre et se conservent une portion éditée papier pour essayer d'en retirer un revenu? Parce qu'il faut quand même mettre du pain et du beurre sur la table. On est bien d'accord. Donc effectivement, là, vous touchez de près la problématique qui s'est posée le problème qui s'est posé à tous les auteurs dès le départ, enfin rapidement en tout cas, c'est qu'ils ont constaté en fait que leur œuvre avait plus de débouchés et d'intérêt et avait un lectorat beaucoup plus vaste sous cette forme-là que sous la forme papier. Donc effectivement, pendant quelques temps, ils ont continué pour des questions pour pouvoir manger, vous l'avez dit, à chercher à se faire éditer en papier. Certains d'ailleurs, pour certains ça a été le cas, il y a des auteurs qui ont commencé, je pense à un auteur qui s'appelle Kang Ful, qui a publié toute une série de
bande dessinée un peu étrange, un peu d'horreur, etc., mais qui avait une très grosse communauté, qui du coup avait une grosse communauté de lecteurs, qui a fini par intéresser un éditeur qui l'a édité, et il a eu un succès, il a même été traduit à travers le monde, on l'a traduit en français, etc. Donc il a constitué pendant un temps une sorte de modèle, en réalité, un mix entre la publication sur écran, sur Internet, et puis la publication papier plus convenue. Puis ce modèle, en fait, il a tourné court, puisque certains auteurs plus jeunes, les suivants, se sont dit, mais au fond, on arrive à accéder directement à notre lectorat, un lectorat qui, en plus, est beaucoup plus large, peut être beaucoup plus large que pour une impression, pour le livre imprimé, puisque un livre imprimé, on a un nombre d'exemplaires, il faut qu'il s'écoule, etc. Là, on a vraiment un accès direct et large à un public. Pourquoi est-ce on s'embêterait à chercher un éditeur? Au fond, ce qu'on veut, c'est être lu. Et puis, alors, se poser la question de vivre. On veut être lu, mais aussi on veut vivre de ce travail. Donc, les auteurs et puis des éditeurs se sont mis sur le marché, et donc ont commencé à proposer des modèles, en fait, à proposer des modes de rémunération des auteurs. Alors la plupart du temps, le modèle qui s'est imposé, qui est celui qu'on retrouve un peu partout en Occident aujourd'hui, c'est celui de l'abonnement. Donc on propose en fait aux lecteurs, généralement on les appâte en leur proposant un chapitre ou deux d'une histoire, et puis on leur demande évidemment s'ils veulent lire la suite, de payer un abonnement, d'acheter, ça dépend des formules, la suite de l'histoire qui peut se dérouler sur des dizaines, des centaines même de chapitres. Et de cette manière, les auteurs se rémunèrent, se rétribuent, et certains peuvent en vivre. Alors ça, c'est le marché coréen, c'est la production coréenne, et effectivement, il y a un certain nombre d'auteurs aujourd'hui qui, en plus, ont des communautés de lecteurs, donc, ce qui veut dire qu'ils peuvent aussi monnayer cette audience, et donc peuvent être sponsorisés, par exemple, notamment par les plateformes qui les accueillent, peuvent être sponsorisés, peuvent faire de la publicité, peuvent être financés aussi par de la publicité, et qui permet donc à certains auteurs aujourd'hui en Corée, parmi les plus connus, de dégager des revenus. Certains ont des accords avec Naver, qui est le gros fournisseur d'accès coréen, qui a aussi énormément contribué à la diffusion du webtoon dans le monde, mais aussi évidemment en Asie. Et donc, sur ce marché asiatique, les auteurs coréens, même si je ne connais pas le détail, mais ont l'air quand même de s'en sortir plutôt bien. Ce qui est beaucoup moins vrai en fait pour les auteurs de webtoon, puisque je le disais, je l'annonçais tout à l'heure, c'est que ce modèle-là, cette forme-là, qui a donc pris naissance en Corée, est aujourd'hui un mode de production que l'on retrouve partout. OK. Et là, la façon de le monnayer, dans le fond, les autres pays s'en sont inspirés un petit peu. Alors, s'en sont inspirés, parfois avec du succès. Des fois, ça marche pas. Parfois avec du succès, mais quand même généralement avec beaucoup moins de succès qu'en Corée, parce que le modèle encore économique se cherche là, du coup. Donc ce qu'on observe, ce qui est le plus couramment pratiqué, c'est donc il y a des plateformes qui se sont mis en place, des éditeurs ont créé leurs plateformes. Je pense par exemple au groupe le plus important de production de bande dessinée, de publication de bande dessinée, qui s'appelle Média Participation en France, qui est sans doute le groupe le plus important en Europe, qui regroupe Dargaud, Dupuis, Le Lombard, etc. Depuis quelques années, a créé son antenne, sa branche Webtoon. Et là, le modèle, c'est l'achat en fait des droits aux auteurs, donc avant publication, qui est un modèle assez classique au fond. Et on achète les épisodes aux auteurs et on diffuse les épisodes, et l'éditeur se paie sur la connexion, se paie sur une la microdiffusion, le micro-paiement plutôt, pour la diffusion. C'est aussi le modèle en Afrique. Bref, c'est comme ça que ça commence à s'organiser. Mais les auteurs, dans ce schéma-là, en fait, ont préféré être payés à la commande, à la livraison,
Que de prendre le risque de... Parce qu'on ne connaît pas, pour être très honnête, on ne connaît pas exactement la rentabilité, on ne sait pas si ça génère beaucoup d'argent. Ce qui est une réalité en revanche, c'est que les éditeurs, je parle des gros éditeurs aujourd'hui en France, en Europe, se disent on ne peut pas rester à côté. Donc ils investissent, ils créent leur branche Webtoon et bande dessinée numérique, ou s'agrègent à des plateformes qui existent, ou les reprennent. Il y a eu le cas d'un rachat récemment d'une plateforme historique de diffusion de bande dessinée numérique qui s'appelle Isneo, qui a été rachetée par Dargo, par Média Participation, pour intensifier en fait, et développer notamment le Webtoon. Donc même si aujourd'hui, je pense que c'est pas rentable, même s'il y a du flux, il y a beaucoup de fréquentation, de passage, le modèle économique est peut-être pas suffisamment établi, et donc je dis peut-être une bêtise, peut-être que demain les éditeurs vont me taper dessus en disant mais si, on gagne de l'argent avec ça. Moi je ne pense pas, mais ça s'annonce assez prometteur et du coup tout le monde s'engouffre là-dedans et donc encore une fois sont en train de se mettre en place des modèles qui, pour répondre, j'ai répondu très longuement à la question, vont très certainement être représentatifs et former, constituer la bande dessinée qui sera de plus en plus importante en termes de production dans un avenir plus ou moins proche. C'est-à-dire que demain, selon moi, mais enfin, je ne suis pas tout seul à énoncer ça, selon moi, la bande dessinée, elle aura il y aura deux modèles ou deux modes qui coexisteront. Donc le modèle conventionnel, traditionnel de l'impression papier, qui conservera son lectorat. Alors peut-être qu'ils seront un peu moins nombreux, peut-être que les ouvrages qui paraîtront seront peut-être plutôt destinés à des collectionneurs. Peut-être que la BD deviendra le vinyle de la musique. Il y a quelque chose effectivement de cet ordre-là. C'est cette expérience de l'ouvrir. Et complètement. Et c'est ce que anticipe aujourd'hui un certain nombre d'éditeurs, pas tous, mais certains se disent on a vu le marché se transformer, on voit la forme de la bande dessinée avec l'arrivée effectivement du numérique et d'Internet prendre un tour tout nouveau. Donc il faut qu'on se prépare à la suite. Et qu'est-ce que c'est la suite pour le papier ? Qui représente quand même toute une filière entre la production, l'impression, la diffusion en librairie, etc. Donc ça, ce sont des dizaines de personnes qui en vivent, qui travaillent. Je ne parle pas des bibliothèques. Et donc, plutôt que est-ce qu'on va vers une reconversion, voire la fin de ce marché-là, de cette filière-là, ou est-ce que celle-ci va perdurer, mais se transformer ? Donc, on est plutôt sur cette deuxième hypothèse, autrement dit, la filière papier va demeurer, la filière édition papier demeurerait, mais encore une fois, à destination d'un lectorat plus resserré, peut-être plus exigeant aussi, mais avec cet intérêt qu'il a peut-être aussi, c'est celui qui a peut-être le plus de moyens pour acheter des livres, et notamment des beaux livres. Effectivement, la comparaison qui s'établit aujourd'hui avec le marché du vinyle et le revival qu'on connaît du vinyle, même s'il n'y a pas de baisse du papier aujourd'hui, de la vente papier, peut être fait. Et puis à côté de cette production-là, on aura une production numérique, que ce soit sur les réseaux, les sites, etc., avec des modalités d'accès qui iront d'ailleurs de l'achat de fichiers jusqu'à la lecture en ligne, moyennant donc un loyer, moyennant un micro-paiement, un paiement plus conséquent pour pouvoir lire nos histoires. Mais les deux, semble-t-il, vont coexister. Sur le plan des auteurs, je vous écoute depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup des auteurs. J'aimerais comprendre, parce que pour moi, quand je vois une BD, il y a du texte et il y a de l'image. Est-ce que l'auteur de la BD fait le texte et l'image également? Est-ce que c'est lui qui est automatiquement l'illustrateur de son sujet? Non, pas nécessairement. D'ailleurs, il y a un modèle un petit peu standardisé, si je puis dire, de création de bande dessinée qui s'est imposé, même si, je vais y revenir, même si c'est pas la forme qu'empruntent ou la voie qu'empruntent toutes les bandes dessinées. Et il y a plusieurs manières de faire de la bande dessinée, mais c'est vrai que le couple dessinateur-scénariste, comme on dit, celui qui crée les textes et celui qui crée les images, a fonctionné, continue à fonctionner d'ailleurs, en complémentarité. Et on a l'habitude récente de dire qu'une bande dessinée, quand elle est composée de la sorte, c'est-à-dire avec un dessinateur et un scénariste, que les auteurs en sont les deux.
voire les 3 pour certains. Son co-auteur. Voilà, ils sont co-auteurs de la bande dessinée. Alors je dis que c'est récent parce que la reconnaissance des scénaristes est pas aussi ancienne que ça. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y a beaucoup d'auteurs, de personnes qui ont écrit de la bande dessinée, qui ont écrit des textes, des scénarios de bande dessinée, qui ont ensuite été mis en image par un dessinateur. Et souvent, on ne retenait que le dessinateur et on lui attribuait la paternité de l'histoire, du récit. Tout simplement parce qu'on estimait que le scénariste était, comme d'ailleurs dans certaines pratiques, je pense par exemple au marché américain où c'est presque une décomposition en fait, du travail à la chaîne, la Ford, où on a le scénariste, on a le dessinateur, l'encreur, le lettreur, etc. Donc toute une filière, une file de gens qui intervient. Ça existe encore, évidemment, et donc au final, dans cette file, dans cet alignement chaîne de fabrication, cette chaîne de fabrication, on finit par ne retenir que celui qui a dessiné. Donc l'auteur du dessin, ce qui est compréhensible parce que c'est ce qui est vu, c'est le visuel qui retient l'attention avant le reste, même si l'histoire compte évidemment. Donc là c'est un peu le modèle qu'on connaît le plus, qui a le plus fonctionné, scénariste et dessinateur. Et donc comme je viens de l'indiquer, les auteurs sont les deux, les co-auteurs. Alors depuis encore plus récemment, certains auteurs demandent que le coloriste, donc celui qui fait, quand il y a un coloriste, parce qu'il se peut, on met de l'image, mais il faut la mettre en couleur. Exact. Donc là encore, c'est une pratique c'est une répartition des activités qui remonte à assez longtemps et qui a longtemps été pratiquée comme telle. Et de la même manière qu'on mentionnait peu les scénaristes, les coloristes n'apparaissaient pas. C'est-à-dire qu'il a fallu quelques auteurs. Je pense par exemple à Mézières, le dessinateur de Valérian, qui avait imposé à l'éditeur, à Dargaud, que le nom de la coloriste, qui était sa sœur en fait, soit mentionné sur la couverture. Et à qui, puisque c'était sur la part des auteurs qui était payée la mise en couleur. Donc la part que prenaient les auteurs sur leur création, la part pour laquelle ils étaient payés, donc qu'ils recevaient, qu'ils payaient les coloristes. Il y avait un prélèvement pour les coloristes. Donc lui avait réussi à négocier d'une part que la coloriste soit affichée comme auteur ou autrice en l'occurrence de la bande dessinée, mais qu'aussi elle soit payée. Alors pas autant évidemment, puisque le travail n'est pas tout à fait le même, mais qu'en tout cas elle soit bien payée pour le travail qu'elle faisait. Et c'est ce type de démarche qui a commencé à arriver dans les années 60, à la fin des années 60, début des années 70, au moment où d'ailleurs les auteurs, pour la plupart, se revendiquent comme des auteurs et des artistes, et plus comme des gens qui sont là pour fournir en fait du divertissement, ce qui était quand même un peu leur situation jusque-là. Et donc c'est à ce moment-là où on voit le rehaussement en quelque sorte du statut d'un certain nombre d'intervenants, dont les coloristes, dans certains cas assez rares à ma connaissance, mais ça peut aller jusqu'aux lettreurs qui sont mentionnés. Enfin quand ils sont là, ils sont mentionnés, mais on les considère rarement comme des auteurs à part entière ou des co-auteurs. Et puis on a aussi cette catégorie, donc la réponse à la question elle est complexe parce que, encore une fois, il n'y a pas une méthode pour faire des bandes dessinées. Il y a des auteurs, d'ailleurs on montre la décomposition de la création de bandes dessinées dans le parcours du musée de la bande dessinée ici, et on voit, il y a deux cas par exemple, où on voit que dans un cas, le scénariste par exemple a déjà fait son découpage, donc il est déjà aussi en train de, le scénariste, j'entends bien, il est déjà en train de proposer une mise en page au dessinateur qui ensuite lui va retravailler à partir de ça. Il y a des dessinateurs qui interviennent aussi évidemment sur l'histoire, sur le scénario, et donc il n'est pas rare que à la suite d'une proposition d'un auteur qui dit voilà, je te propose ce texte, qui parfois est très écrit, il y a des descriptions très poussées de l'histoire, qui décrit la situation, etc. Et l'auteur, le dessinateur, qui dit mais moi je vais le traiter comme ça, donc il faudrait peut-être modifier un petit peu et puis je le sens pas, ce personnage, peut-être que l'apparition d'un homme au lieu d'une femme à ce moment-là, c'est peut-être plus intéressant. Voilà, il y a des interventions, des discussions, il y en a pour qui c'est presque, on ne sait pas qui apporte quoi au fond. Je pense à un couple d'auteurs qui s'appelle Dupuis et Berberian,
que familièrement on appelle les Dubert en fait. Tellement, les Dubert, pourquoi ? Parce que donc Dupuis, Berberian, Dubert, parce qu'ils finissent par former une entité unique. Et on ne sait pas, alors l'un et l'autre sont dessinateurs, l'un et l'autre écrivent des histoires, ils en ont fait séparément, hein, mais on a du mal à savoir, et eux-mêmes ne disent rien, à savoir qui fait quoi, qui contribue. On sait qu'ils contribuent tous les deux au dessin. Donc c'est un bon travail d'équipe. Là. Et c'est un vrai travail d'équipe où effectivement il y a une fusion, une communion des deux qui arrive à une production. Et puis il y a ce qu'on appelle, pour terminer, les auteurs complets. Autrement dit, qui sont à la fois, qui écrivent leurs histoires, qui la dessinent, qui font leur propre couleur et qui font d'ailleurs ce qu'on appelle aussi de la couleur directe, c'est-à-dire qu'ils peignent directement, ils dessinent, ils mettent la couleur directement sur leur planche, et qui est encore une forme, alors qui était assez exceptionnelle, je dirais, numériquement parlant, il y a quelques années, et qui aujourd'hui est extrêmement répandue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'en connais énormément d'auteurs qui n'ont pas besoin de travailler avec d'autres auteurs pour avoir une histoire, parce qu'ils ont leur propre histoire, ils ont imaginé, écrit leur propre histoire, ils la dessinent. Parfois d'ailleurs, là je découpe encore de manière un peu convenue, mais en réalité, ils sont déjà dans une écriture dessin, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils commencent à raconter l'histoire et déjà, ils la découpent, ils font des croquis, ils font des études de personnages par exemple, et tout ça se fait au fil de la plume. Je connais beaucoup d'auteurs qui travaillent comme ça. C'est intéressant d'ailleurs de s'intéresser à la genèse en fait d'une œuvre et à voir comment celle-ci peut se constituer. Et puis il y a aussi le cas auquel je pense à l'instant, moi, d'auteurs qui sont des auteurs complets ou pas d'ailleurs, qui peuvent travailler en collaboration, mais qui travaillent désormais sur le numérique et qui ont des étapes encore différentes de production, qui ont plus ou moins à voir avec les étapes traditionnelles, et puis en termes de conservation, qui ne conservent plus rien de leurs travaux préparatoires, par exemple. Parlons du numérique, effectivement. C'est super intéressant là, ce que vous nous partagez sur la BD. On dirait que j'ai un cours 101 de comment est-ce que c'est la BD et l'industrie en quelque sorte. Il y a un phénomène actuellement qui fait l'actualité partout dans le monde, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai vu notamment cette semaine quelques articles, en fait, je ne veux pas dire de référence, là, mais qui ont été publiés dans les dernières semaines sur justement l'impact de l'intelligence artificielle et le débat à l'intérieur de ça, notamment dans la constitution, rédaction, production de bandes dessinées. Est-ce que vous pensez que c'est un outil qui peut juste permettre de faire avancer davantage? Qu'est-ce que vous en pensez de l'intelligence artificielle? Je vais vous donner mon sentiment là-dessus, effectivement, parce que en tant que nous, à la Cité de la bande dessinée, on est aussi une sorte d'observatoire des formes, des évolutions de la bande dessinée, et évidemment, on est amené à s'intéresser à tous ces phénomènes, à commencer par celui que vous venez de mentionner. Alors, il se trouve qu'il y a des bandes dessinées qui aujourd'hui sont réalisées avec de l'aide de l'intelligence artificielle, notamment à l'aide de Midjourney, qui est l'intelligence avec laquelle on peut travailler des images, notamment on peut générer des images. Et alors il y a deux démarches. Il y en a qui utilisent, alors c'est beaucoup utilisé, on le voit dans les mangas par exemple, il y a beaucoup on le sait, ça se détecte, de mangas qui sont produits, il y en a un certain nombre en tout cas qui sont produits à l'aide d'outils produits par l'intelligence artificielle, par Midjourney, d'images produites par Midjourney, etc. Et puis, donc, d'emblée, la question se pose, puisque, comme vous le savez, en fait, ces images, elles ont des centaines, des milliers de sources. En fait, c'est ce qu'on appelle les prompts, les commandes qu'on va rentrer dans la machine, qui vont déterminer, qui vont permettre de générer les images. Donc, et l'intelligence, à l'aplomb ou à l'appui en fait de la somme de documents qu'elle a ingérés, va restituer quelque chose dont chacun va estimer que c'est plus ou moins proche de ce que la personne a demandé quand il a donné les informations, demandé les informations. Et donc la question qui se pose à ce stade, c'est
quid de la propriété des images qui ont été utilisées. C'est-à-dire qu'à la source, il y a donc des images qui ont déjà été générées, mais c'est par quelqu'un. Exact. À qui sont les droits d'auteur? Et là, alors la question, enfin la réponse, elle est très complexe. Je sais qu'il y a des procès en cours qui ont eu lieu. Je crois qu'il y a un jugement qui a été rendu aux États-Unis qui reconnaît la propriété, qui rappelle la propriété intellectuelle d'auteur, de création et patrimoniale aux créateurs des images. Et qu'il faut absolument mentionner les créateurs, mais c'est très complexe parce que on ne sait pas, c'est comme la créature de Frankenstein, il y a un bout de jambe d'ici, enfin bref. Donc retrouver, puis les images reproduites, elles sont souvent en plus améliorées. L'image finale que vous voyez, elle a été retravaillée entre le moment où l'intelligence artificielle la crache et puis le moment où elle arrive sous vos yeux. Dans bien des cas, il y a peut-être une étape de travail, de lift, enfin bref. Donc c'est un peu compliqué. Certains se battent disent oui, alors l'auteur de l'image, au fond, c'est celui qui a commandé, le prompteur là qui. Oui, je comprends. Celui qui a mis les spécifications de la commande avec ce qu'il veut, et là c'est l'utilisation de l'outil. Mais en tout cas, c'est un débat quand même assez. Alors, dans cet usage un peu particulier, je mentionnais donc le manga, on voit très bien en fait que l'objectif c'est de produire vite, à peu de coûts, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une intention marchande, commerciale derrière. Et donc là, on masque effectivement le plus possible le fait que c'est généré par une intelligence artificielle. Donc les problématiques de droit d'auteur se posent pas, ne doivent pas se poser, qui fait qu'on fait aussi une économie là-dessus. Bon. Et l'objectif est d'un profit rapide et conséquent, en tout cas plus conséquent. Mais la pression de produire aujourd'hui... Alors c'est lié aussi à ça, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité pour des entreprises, notamment des grosses entreprises d'édition qui sont des structures importantes, qui ont beaucoup de gens à faire vivre, etc. Et puis les marchés sont très, très concurrentiels, donc ça veut dire qu'il faut produire beaucoup, il faut être constamment dans la course pour pouvoir continuer à vivre. Et ce qu'on peut exiger d'un humain, de quelqu'un de chair, c'est pas la même chose que ce qu'on va pouvoir exiger d'une machine qui, par définition, ne mange pas, ne boit pas, n'a pas besoin de faire des pauses, etc. Donc, j'allais dire, c'est tout bénef de travailler avec une intelligence artificielle, et pour peu que parce que le résultat est quand même pas très convaincant, enfin pas toujours très convaincant, c'est pas, artistiquement parlant, c'est pas terrible dans bien des cas. Donc pour peu que le lectorat soit pas trop exigeant, on va réussir à maintenir à se maintenir sur un marché et puis à générer des profits. Donc ça, je dirais que c'est l'usage marchand, commercial, industriel de l'intelligence artificielle, et malheureusement, parce que je ne suis pas favorable moi à ce type et puis je suis pas favorable à plusieurs titres. C'est-à-dire, pour moi, il y a un risque sur la qualité de ce qui est produit, et puis le risque majeur, c'est la paupérisation des auteurs. Tout le volet artistique qui est très présent dans votre discours depuis le début de notre entretien, dans lequel je vous entends parler des créateurs, des concepteurs, de la chaîne Ford, dans le fond, de chacun des corps de métier, et ça, c'est un peu un respect pour tout cet art-là. Et c'est sûr que l'intelligence artificielle peut, d'une certaine façon, amener à faire quelque chose qui va être plus mécanisé, plus rapide, moins poussé, moins réfléchi. On le voit déjà, puisque si je regarde par exemple le domaine de l'illustration, autrement dit, les auteurs, les illustrateurs, les créateurs du visuel, etc., qui vivent la plupart du temps de commandes qu'on leur fait, c'est-à-dire pour illustrer un article, pour créer, j'en sais rien, une pochette de disque, l'affiche d'un film, enfin, peu importe. Aujourd'hui, c'est une profession qui est menacée. Tout simplement parce que, on ne leur commande plus rien, parce qu'on a la facilité d'aller créer. Alors encore une fois, si on n'est pas trop regardant, si on n'est pas trop exigeant, ça peut faire l'affaire. Après, s'il y a une autre exigence artistique, là, on voit très vite que c'est pas la bonne solution. Mais pour les entreprises, par exemple, qui ont peu de moyens, qui doivent se lancer, c'est exactement ce qui se passe. Ça peut être la cible, mais à partir du moment qu'on a des moyens, qu'on veut pousser la machine, et c'est là, à mon avis, qu'il va y avoir une ligne qui va se tracer entre l'utilisation de ce qui est gratuit pour nous permettre d'avancer, pour développer certaines images,
un branding. Et par la suite, quand on va avoir besoin de vraiment développer une marque et justement qu'on a généré certains moyens, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on trouve le moyen de se démarquer des autres, parce que veux pas ceux qui utilisent je dirais de la facilité ou l'intelligence artificielle et des choses qui... je ne veux pas dire une cohérence, mais une constance qui va se voir. Les gens vont être plus aussi... vont voir plus facilement aussi cette différence-là. Je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi une question d'éducation, c'est-à-dire que d'éducation à l'image, de compréhension de l'esthétique aussi, qui peut-être va se perdre, qui se perd déjà, on le voit bien, parce que les images, elles ont tendance à se globaliser, les esthétiques. Je parle du manga tout à l'heure, il y a une esthétique du manga qui est aujourd'hui une esthétique universelle, c'est-à-dire qu'on reconnaît la facture visuelle. Et on se dit ça c'est du manga, même si ce ne sont pas des Japonais qui le font. Hein. On a une expression, on a inventé un terme qui est le global manga, qui maintenant est aussi valable pour le webtoon. Hein. On parle du global webtoon. Pour parler de productions qui sont esthétiquement proches de la bande dessinée japonaise, qui reprennent les codes de la BD japonaise, mais qui ne sont pas produits par des auteurs japonais. Ça peut être des Français, des Allemands, etc. Donc, mais qui s'inscrivent dans un registre, esthétiquement parlant, qui est celui qu'on rattache au manga. Et donc, je dis ça pour illustrer l'idée qu'il y a une globalisation de l'image et qu'elles tendent dans l'imitation, à se ressembler. Et donc il y a déjà ce mouvement en fait, de perte de l'esthétique ou de la diversité d'esthétique. Et j'ai un peu peur, j'ai peur même, que la prolifération des images générées par les intelligences artificielles n'accélère en fait cette situation, la dégrade encore plus, et qu'on ait une image globale qui va tendre à se ressembler, ou les images vont tendre à se ressembler de plus en plus. Et peut-être aussi tuer la créativité, parce que je pense que la créativité doit se développer, s'exercer. C'est pas quelque chose qui est acquis. Là. Ça se mature, c'est des choses qui, effectivement, c'est fait aussi de rupture. On voit très bien, moi je connais beaucoup d'auteurs qui, à un moment de leur carrière, ont travaillé d'une manière, et puis à un moment donné, s'orientent vers un autre style. Vous ne pouvez pas attendre ça d'une intelligence artificielle. Elle va recracher, je reprends le terme, ce qu'on va lui rentrer. Et du coup, elle va être régulière dans sa production. C'est-à-dire, elle va être sans aspérité, sans inspiration, au fond. Et donc, le résultat sera à la hauteur de ce qu'on attend, de ce qu'on demande, en fait. C'est-à-dire quelque chose qui me semble assez plat. Moi, je voyais des images. Je regardais un reportage il n'y a pas très longtemps là, sur une agence de créatifs de publicité qui se satisfaisait d'avoir pu décrocher toute une campagne d'affichage, je crois que c'était dans Paris, pour des maillots de bain. Et une ligne de maillots de bain. Et elle se félicitait de la qualité, de la perfection de l'image de synthèse. Donc c'était une image 3D, on pouvait voir tous les détails, etc. Mais en réalité, quand on regardait cette image, c'est le sentiment que j'avais, je la trouvais d'une platitude absolue. et voilà, sans relief, sans âme en réalité. On sentait pas qu'il y avait quelqu'un derrière, c'était généré. Pourtant, l'image publicitaire, elle peut être plus ou moins neutre. Ne pas être l'expression d'une expression créative. Mais il y a quand même souvent un esprit, une créativité, quelqu'un derrière dont on sent quand même la patte, la marque, etc. Là, j'avais vraiment le sentiment, c'est pas parce qu'on m'avait dit que c'était une image générée par une IA, mais c'est vraiment l'effet que ça produisait. Cette image, elle ne me disait rien, elle ne produisait rien. Et j'ai un peu peur, moi, de cette généralisation en fait, des images. Et pour revenir à la bande dessinée, donc c'est pas indifférent en fait que le manga aujourd'hui soit celui qui soit le type de bande dessinée qui propose le plus de production d'intelligence artificielle, parce que il y a cette dimension d'acceptation au fond d'une esthétique et de consommation. Et en disant ça, je prends des précautions et je précise bien que je suis un lecteur de manga, que j'aime beaucoup cette culture, cette production, j'en lis beaucoup, etc. Mais c'est comme pour tout d'ailleurs, il y a du
bien, du bon et puis du mauvais. Effectivement. Et j'ai un peu peur, moi, que ce soit le mauvais qui prenne le pas, qui vienne à occulter le reste. Parce que massivement, ils vont prendre les plats, ils vont arriver sur un marché. Le fait que ça soit produit pour pas très cher fait qu'on peut le vendre aussi pour peut-être pas très cher non plus. En tout cas, moins cher que si on commande une œuvre, un grand artiste japonais qui va évidemment être payé à la hauteur de son travail et de son talent. Et les marques certifiées, à mon avis, peu importe le domaine, là, un peu comme les profils là, sur les réseaux sociaux maintenant, lorsqu'on a des profils certifiés, je pense qu'il va devoir un jour avoir une certification d'authenticité, je pense. Parce que on va aller vers ça absolument. Et après, la différence... tout va se jouer du côté du lectorat. Et quand je filme mon exemple des mangas, on sait très bien que le premier public, le public qui est accroché très tôt, c'est le public des enfants, des jeunes. Et qui, je pense, la certification, le fait qu'il y ait un auteur ou non, enfin moi j'ai été jeune un jour, et je lisais des bandes dessinées, et pendant très longtemps, enfin je parle vraiment des premiers âges, de lecteurs, et pendant très longtemps je ne pensais pas qu'il y avait quelqu'un derrière, qu'il y avait un auteur, bon, pour moi c'est normal pour les enfants. Les enfants ils s'en préoccupent pas, eux ce qu'ils veulent c'est voir des images. Exactement. Et lire une histoire, donc et donc cette question de certification elle ne prendra de l'intérêt que pour la génération, des lecteurs un peu plus âgés, des adultes, etc. Mais le risque, c'est que il y a peut-être une génération qui va. Le risque, c'est que on accoutume une génération de lecteurs, celle qui arrive là, à des images pour lesquelles on ne se posera pas la question de savoir qui les génère, et qu'au fond, le fait que ce soit un robot, pour parler rapidement, ou un être humain, finalement, n'aura pas beaucoup d'intérêt. L'important pour lui, c'est de pouvoir enchaîner ses lectures, et sera peut-être, en grandissant, beaucoup moins attentif au fait que c'est certifié, réalisé par un auteur, par un humain, ou réalisé par une machine, par une intelligence à qui on a envoyé des données. Je peux me tromper, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, et dire que l'avenir est sombre, que on va tous être en train on va tous devoir consommer la même chose et être obligés de lire des trucs insipides. J'en sais rien. Je pense pas, honnêtement. Non, en tout mais cas, moi, je le une chance qu'on a une cité de la BD. Il y a une économie aussi alentour de ça. Il y a un centre. Tu sais, ça, veut pas, l'intelligence artificielle peut devenir une béquille sur certains aspects, mais remplacer toute l'effervescence qu'il y a, par exemple, à Angoulême, alentour de la BD, toute cette industrie-là, tu te dis, OK, non, la reconnaissance des auteurs, concepteurs et de toute l'industrie, je pense que ça, à mon humble avis, ça va possiblement être plus fort que l'intelligence artificielle. Assez confiant aussi, puisque d'une part, il y a aussi de la résistance qui se met en place, on le voit bien. Je parlais de procès aux États-Unis, il y a des auteurs qui se mobilisent, des illustrateurs, etc., parce qu'ils sont confrontés à cette difficulté, mais aussi des auteurs de bande dessinée de plus en plus pour dénoncer. Alors, il y a aussi des auteurs, il y a des artistes en Occident, qui ont publié de la bande dessinée produite avec de l'IA. Je pense par exemple à un auteur qui s'appelle, ils ne sont pas très nombreux, mais je pense à un auteur qui s'appelle Ilan Manouak, qui a fait un livre dans la collection BDQ, c'est le titre de la collection, qui a fait une bande dessinée pornographique avec de l'intelligence artificielle. Donc lui, il a mélangé ChatGPT, donc pour la production de texte. Donc il a rentré des demandes, etc., de types d'histoires, et il a demandé à cette intelligence artificielle de lui raconter, de lui produire un scénario, et puis avec ce scénario, il a rentré des prompts du côté de Midjourney pour générer les images correspondantes. Donc ça, le résultat est un petit peu étrange, un petit peu décalé. C'était aussi l'objectif, et lui le conçoit, c'est un artiste, il utilise le numérique, il a fait beaucoup d'installations, c'est un artiste contemporain, et pour lui c'est un outil supplémentaire à la palette. L'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il a le contrôle, ce qu'il génère, il en est. Alors évidemment, les images, elles ne proviennent pas de rien, mais il y a quand même des sources qui ne sont pas vraiment identifiées, mais enfin, il génère quelque chose et il produit des images. Donc, il y a aussi cette forme. Mais ce qui me
Ce qui me conforte dans l'idée que tout n'est pas foutu, tout n'est pas fichu, c'est que, vous l'avez rappelé, on est dans une ville où on côtoie des auteurs, des artistes qui ont leurs difficultés, mais qui sont là, qui continuent à produire, dont les ouvrages sont super. Plus largement, on est dans un pays, je parle de la France, où la situation de la bande dessinée est exceptionnelle et continue à bien se porter, même si ça ne suffit pas pour que la plupart des auteurs puissent vivre. C'est un autre sujet qui est la question de la situation des auteurs. Mais en tout cas, la situation de la bande dessinée à proprement parler, elle est plutôt bonne. Et la bande dessinée classique, si je puis dire, papier, est plutôt bonne. Et il y a une vraie créativité. On le voit bien d'ailleurs, le fait notamment que la bande dessinée aujourd'hui intéresse, et depuis maintenant quelques années, intéresse d'autres domaines. Il y a de plus en plus d'adaptations de bande dessinée au cinéma, et pas uniquement les grands standards de la bande dessinée de super-héros américains ou de manga, mais il y a aussi des bandes dessinées d'auteurs qui donnent lieu à des adaptations au cinéma, en film d'animation, en série d'animation, de jeux vidéo, enfin bref. Ça, c'est quand même un signe qu'il y a un intérêt pour la bande dessinée, et que les productions de bande dessinée ont une épaisseur, ont une importance artistique et créative, qui fait qu'on reconnaît la bande dessinée aujourd'hui comme le 9e art, comme une création de l'esprit, comme plus uniquement un divertissement pour les enfants, mais quelque chose qui rentre dans ce qu'on appelait au 19e siècle la culture de l'honnête homme. Donc, qui était faite de littérature, Et ça, veut pas, l'intelligence artificielle. Et ça, voilà, c'est vrai que on n'a pas ce couple. Exactement. Il y a des choses, les sensibilités, l'émotion, etc., qui sont difficiles en fait à faire passer du côté de l'intelligence artificielle. Monsieur Martin, ce fut un plaisir. Quand je mentionnais tout à l'heure que vous étiez une Bible, écoutez, notre discussion d'aujourd'hui, je pense, en a fait une preuve incontestable. On n'a pas parlé nécessairement de la recherche, parce que je pense que vous intervenez également sur le plan de la recherche. Si on a 1 heure. Oui, on pourrait se rajouter 1 heure. Mais merci d'avoir pris le temps je dirais, de placer le sujet de la BD. On a couvert plusieurs aspects, plusieurs enjeux, je pense, actuels. Si je n'avais pas eu cet entretien-là, je pense que dans la série de Ben Lala en France, il aurait manqué une pièce maîtresse au contenu. Et pour vous qui êtes à la maison, j'espère que vous avez pu découvrir en quelque sorte qu'est-ce que c'est la BD, et un peu comprendre cette passion-là qui habite l'ensemble des créateurs ici à Angoulême. Vous écoutez Ben Lala en France, financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des cégeps du Québec, du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec, et géré par la Fédération des cégeps et des partenaires suivants: le Media School d'Angoulême, le cégep de Chicoutimi, le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast. Donc, mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié. Merci à Mme Marina, M. Jean-Philippe pour avoir pris le temps de venir nous parler. Donc, cet enregistrement vous provient directement du musée de la BD au centre d'Angoulême. Je vous le dis, là, si vous avez un endroit à venir voir, cet endroit-là, avec ses nombreuses expositions, vous avez de quoi découvrir. Et si vous avez la chance de parler avec un passionné de BD, je pense que vous allez ressortir avec 1, 2, peut-être 3 albums pour le retour chez vous. Alors, sur ce, mes amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!